Bonsoir, chers élèves. Nous voilà à la séquence 7, toujours de la littérature maghrébine d'expression française, à travers le roman Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine. Le thème de cette séquence est le suivant: la place de la femme dans la culture marocaine. L'extrait que nous aurons à étudier se situe aux pages 107 jusqu'à la page 109 et commence: on disait qu'elle était la doyenne, et se termine: elle s'éteindra comme une bougie. Les objectifs que nous aurons à relever aujourd'hui sont comme suit. Le premier, c'est de reconnaître le profil de la doyenne à travers la place de la femme dans la société marocaine et le rôle de la mère dans la famille. Et bien sûr, tous les procédés grammaticaux utilisés dans cet extrait pour traduire l'objectif de l'auteur. On commence par le profil de la femme. Donc, on a d'abord la place de la femme dans la société marocaine. Nous allons trouver, comme vous allez le découvrir en lisant le passage, que c'est une femme recluse et soumise, et nous lisons: elle ne sortait jamais, personne n'avait vu son visage, et il se la représentait en momie. Alors, recluse et soumise, ce sont deux caractéristiques de la femme arabo-musulmane en général, maghrébine et marocaine plus particulièrement. Elle ne sortait jamais. Alors ici, veut dire, à part les travaux qu'elle avait à faire dans le champ, la femme n'avait aucun droit de sortir. Elle ne pouvait jamais se mélanger aux hommes, et personne n'avait vu son visage, et tellement elle était toujours drapée dans son comment on va l'appeler, voile, que on l'imaginait comme une momie. Alors ici, dans notre imagination, on voit jusqu'à nos jours l'aspect vestimentaire de la femme berbère surtout. Donc toujours drapée dans son voile, avec sa jupe noire et son drap blanc, et dont on ne pouvait voir que le visage et des fois que un œil. Une autre chose, comme particularité, la femme était tout le temps avec des mains teintes de henné, que on ne pouvait même pas voir la peau de la main de la femme. Mais aussi, c'est une femme pieuse, puisque elle accepte son sort, elle est soumise, elle ne faillit à aucun de ses devoirs, et à la fin de ses jours, elle se retournera encore plus vers sa prière
et vers l'attente de son départ vers le monde éternel. Donc, on ne voyait, hein, et on a dans le texte que celui de ses lèvres, c'est-à-dire les mouvements. Elle parlait tout le temps à des êtres invisibles et d'avoir sciemment rompu tout contact avec le monde extérieur. Toujours en vivant dans son monde, allez partant, nous n'avons plus rien à faire ici et je vois une petite lueur là-bas pour dire toujours justement cette focalisation sur le départ ultime, donc qui est la mort. La femme marocaine est aussi ignorante mais intelligente. Nous avons dans la page 8 c'est ce jour-là que ton grand frère est né. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas connaître une date de naissance, mais elle va faire coïncider la date de naissance avec un événement. Par exemple, ici, on avait donc la période de disette. Les pluies étaient secs, pas secs, la terre entière était sèche, on naissait pour crever de soif et de faim. Tout le monde priait. Un beau jour, Dieu entendit cette prière, c'est-à-dire le jour où il y a eu de la pluie, le jour où il a plu. C'est ce jour-là que ton grand frère est né. Donc toujours ce retour vers la religion, mais aussi c'est comment elle pouvait ponctuer les événements concernant sa famille à travers des événements conjoncturels ou bien économiques ou politiques, etc. La femme, malgré sa soumission, sa fragilité, était forte et travailleuse. Et en lit, elle allait au potage, au labour, aux moissons, à la récolte des amandes et des olives. D'ailleurs, on peut dire que c'est le seul endroit où elle avait le droit de sortir. Maintenant, on passe au rôle de la mère dans la famille. Si la femme est soumise aux règles patriarcales, sa relation avec ses enfants était très étroite et elle était leur protectrice. Ici, nous avons oui, oui, reste avec moi dans cette maison. Nous ne changerons pas de maison. Après moi, tu pourras t'en aller où tu voudras. Alors, toujours cette attente de la mort et cette femme qui ne fait pas de concession quant à la protection de ses enfants. Voilà. Les enfants lui rendaient aussi l'appareil, puisqu'ils la respectaient et ils avaient une vénération de la mère. Et nous lisons dans le chapitre, ils respectaient le délire de cette vénérable aïeule momifiée avant la mort. Et vous voyez que ici, momifiée, aïeule pour montrer qu'elle est âgée, momifiée, toujours en faisant référence à son accoutrement, à son aspect vestimentaire et bien sûr qui ressemblait au linceul, donc qu'elle aura à porter
après la mort. Les procédés grammaticaux dans cet extrait sont très nombreux, puisque c'est un texte qui est marqué par une forte expressivité et les voies narratives. Le premier élément grammatical, c'est le type de phrase. Nous avons le texte qui presque en entier composé de phrases exclamatives et aussi des phrases inachevées. Les phrases exclamatives renvoient aux pensées et aux sentiments de la vieille. Et les phrases inachevées, la même chose, mais cette partie mystérieuse, mystique, on peut dire, hein, de sa relation avec l'au-delà. Deuxième élément, c'est les figures de style. Alors, nous avons aussi beaucoup de figures de style, beaucoup de métaphores, d'énumération, de comparaison, etc. Toute forme ou toute figure d'analogie. Donc, la doyenne de la région, et ici doyenne renvoie à l'âge, à la femme la plus âgée, une vénérable aïeule, toujours, pour montrer la place qu'elle occupe au milieu de sa famille et au milieu de son entourage. Et on avait l'énumération pour montrer la mémoire et la lucidité de cette femme, hein, recluse, claustrée et résignée. Ce qui donne aussi un aspect très fort ou un ton très fort à ce récit et justement ces différentes voies narratives qui sont représentées par le discours direct rapporté. Nous avons tout ce que la vieille ou la doyenne disait, hein, est rapporté au discours direct, tantôt pour expliquer sa façon de faire, tantôt pour argumenter du comportement des petits-enfants face à elle, et aussi tantôt pour rapporter ce que pensaient ses enfants et ce qui l'entourait vis-à-vis de son comportement. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que les thèmes abordés dans ce chapitre vont du religieux au social pour montrer justement le rôle que joue cette femme claustrée, résignée, recluse, mais en même temps, cette femme fragile mais forte, soumise mais avenante, ce qui nous laisse dire que, en conclusion, le portrait de la femme dans cet extrait est très valorisant. On peut même dire c'est un hommage de l'auteur à cette femme qui est la protectrice de la famille, la bougie, hein, qui éclaire tout en se consumant, en se brûlant, cet aïeul qui protège sa progéniture et
qui, après elle, peut avoir un avenir incertain, tout cela ne peut que nous donner justement ce portrait de cette femme forte que Khairuddin a voulu dépeindre, a voulu mettre au diapason et rendre ce grand hommage à la femme berbère, à la mère, à la fille, à la grand-mère, à la sœur, à l'épouse. J'espère que cette explication vous a été utile et en attendant la prochaine séquence, je vous inviterai à faire une production écrite dans laquelle vous allez décrire la femme marocaine d'aujourd'hui en la comparant avec celle d'hier. Et en prolongement à ce travail, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil sur le statut de la femme à travers le code familial ou code de la femme marocain. Bonne lecture, bon courage et à très bientôt.